Salut les amis, bienvenue aujourd'hui. On va parler en fait de l'importance donc d'acheter une maison. Évidemment, comme vous le savez, j'ai parlé déjà de ça bien avant que j'achète moi-même une maison. Je parlais déjà de cette importance, mais là, après l'achat, ça renforce encore cette idée. C'est important, c'est vraiment important. C'est très cher acheter une maison, hein? C'est très cher. C'est pas très cher en termes de mise de fonds, mais c'est après, c'est cher acheter une maison, entretenir une maison. Mais je pense que en tout et pour tout, acheter une maison, c'est beaucoup moins cher que louer une maison. Vraiment beaucoup. Je parle pas du court terme, je parle du long terme. Ici, je vais parler aujourd'hui du contexte québécois. Hein? On a déjà une idée, on sait qu'au Québec, généralement, les loyers coûtent moins cher. Généralement, en tout cas, depuis que je suis au Québec, je dois faire une vingtaine d'années maintenant, généralement, ça coûte moins cher. Moins cher une maison louée au Québec. Par rapport à l'Ontario, j'ai habité en Ontario, je connais le marché aussi de l'Ontario. C'est les voisins les plus directs du Québec. Mais je trouve que de plus en plus, c'est cher au Québec, c'est cher. Chaque année, c'est plus cher. En 2017, les locations moyennes, je vais dire, voilà, c'était aux alentours, là je parle vraiment d'expérience, hein, c'est pas scientifique, 3 chambres à coucher, c'était aux alentours peut-être de 700 $, autour de ça. Et aujourd'hui, 1500, 1400, plus la maison est plus moderne, plus c'est cher, plus c'est une nouvelle construction, plus c'est cher. Ou plus voilà, il y a eu des rénovations, plus c'est cher. Donc les gens profitent chaque fois que quelqu'un quitte la maison pour pouvoir voilà, déménager ailleurs, mais les propriétaires profitent pour hausser les prix. En fait, c'était ce qu'on appelle voilà, l'optimisation. On peut ajouter, faire un petit peu des rénovations et puis monter les prix. Et puis voilà, c'est une pratique très courante. Vraiment, tous les propriétaires, je dirais 99,9% des propriétaires font ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a un locataire quitte la maison, les propriétaires, voilà, il va hausser les prix. Parfois 50, parfois 100 $, parfois même plus, dépendamment de ce qu'il a fait dedans. Parfois aussi, ça dépend aussi des personnes. Il y a aussi des personnes orientées vraiment vers l'argent. Je sais que c'est du business, mais il y a d'autres personnes qui sont quand même, qui continuent à croire quand même que voilà, c'est un service qu'on rend et que forcément, c'est pas pour non plus devenir riche, mais simplement qu'on veut que chacun trouve, voilà, celui qui est capable de payer un logement, puisse trouver un logement et en prendre soin. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, il y a des gens, voilà, qui achètent des duplex et qui veulent des maisons, peu importe des logements, qui veulent devenir riches tout de suite et donc qui mettent des prix fous. Beaucoup de gens sont même poussés à quitter des logements juste pour que justement les propriétaires puissent justement faire un semblant des rénovations qui sont souvent esthétiques et puis voilà, hausser les prix. Parfois ils ne font rien du tout mais juste hausser les prix comme ça. Donc c'est une pratique très courante. Alors il devient intéressant pour tout locataire, tout celui qui loue une maison, d'en acheter. Évidemment, c'est plus facile de dire comme ça, d'en acheter, parce que ça dépend de plusieurs facteurs, de logement, ça dépend du crédit, ça dépend de la mise des fonds, ça dépend de la stabilité en emploi, tout ça. Mais quand on réunit ces conditions, en tout cas, il n'y a aucune raison de louer. Et d'ailleurs, ceux qui louent devraient faire vraiment des efforts, parce que démographiquement, de plus en plus, voilà, nous sommes... voilà un pays multiculturel et donc il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs et on en a besoin pour la main d'œuvre un peu partout parce qu'on n'est pas très nombreux au Canada. On parle de 37 millions de personnes, c'est très peu par rapport aux États-Unis où on parle de 315 millions de personnes alors que les États-Unis en superficie c'est beaucoup plus petit que le Canada. Donc on a besoin de beaucoup de gens au Canada. C'est pourquoi il y a plusieurs programmes pour que les gens viennent au Canada et donc avec ça, les besoins en immobilier vont continuer, ça ne va pas s'arrêter. Donc partout où vous voyez des forêts, ça va se remplir à un moment donné. Ça va se remplir, il va y avoir de nouvelles constructions. Mais entre-temps, les constructions existantes, ça continue à grimper en termes de prix, ça continue à monter. C'est plus cher, voilà, c'est pas... ça ne va pas s'arrêter, c'est pas aujourd'hui en tout cas. Alors quelqu'un qui achète une maison aujourd'hui,
aujourd'hui, disons 2021. Il va acheter, disons, on va parler de la moyenne, hein, on va parler du Québec en général, on va pas parler de Montréal où, voilà, où c'est plus cher, mais on va parler de coins où c'est un petit peu moins cher. On va dire, voilà, exemple, 250 000 $. On est capable de trouver de quoi? On est capable de trouver quand même quelque chose qui est voilà, bien habitable, présentable, voilà, des modernes. On est capable de trouver ça. Voilà, ça soit dans la nouvelle construction, soit dans l'usager. J'aime pas dire usager parce que bon, voilà, dans l'existant. À ce moment-là, dans l'existant, on peut acheter et puis peut-être ajouter un petit peu plus pour des rénovations. C'est toujours plus, c'est toujours possible. Mais avec ça, on peut geler. On va geler les hausses. Parce que si, statistiquement, on regarde comment les prix augmentent des logements, ben à ce moment-là, si quelqu'un achète aujourd'hui et qu'il paye, voilà, un montant, disons, il paye 1000 $, exemple, il paye 1000 $ par mois, mais les 1000 $, il va continuer à le payer, même si les taux d'intérêt montent, il va monter, mais le plus que ça peut monter, peut-être ça va aller dans les 1100 $. Voilà, par mois, mais en général, pendant longtemps, et plus qu'il aurait payé pendant 5 ans, après 5 ans, voilà, ça va pas augmenter tant que ça, même si les taux d'intérêt changent, il va continuer au pire à payer les mêmes montants, alors que ceux qui n'ont pas acheté, ceux qui continuent à louer, ça veut dire que chaque année, on va dire en moyenne 20 $ qui est augmenté par logement. Et ça, c'est si jamais vous ne déménagez pas. Parce que chaque personne qui déménage, il va toujours payer plus cher, de façon générale. Il va toujours payer plus cher que la maison qu'il a quittée. Parce que c'est ça. Parce que la personne qui a quitté la maison que tu vas aller occuper, ben, il ne paye forcément pas les mêmes prix que toi tu vas payer. Le propriétaire, encore comme je l'ai dit en introduction, il va toujours augmenter les prix quand quelqu'un quitte. Et donc, les 20 $ en moyenne, c'est quand ils ne font pas recours en fait à cette stratégie. Donc à ce moment-là, 20 $ par année, 35 $ par exemple aujourd'hui. Moi j'ai vu, voilà, pour mes parents, on les a augmentés 35 $. 35 $ cette année, on nous dit que ben voilà, il y a eu la hausse de ceci, les hausses de dépenses, etc., etc. Oui, mais est-ce que vous savez aussi que les salaires n'ont pas augmenté entre-temps? Parce que là, on vous écrit une belle lettre à vous dire que voilà, voilà 35 $ aujourd'hui d'augmentation parce que les assurances ont monté, parce que les travaux de ceci ont monté, parce que ceci a monté, parce que la gestion, les prix ont augmenté. Oui, c'est des raisons valables. Mais entre-temps, mon salaire n'a pas augmenté. Peut-être que j'ai perdu mon emploi, peut-être que, voilà, il y a tout plein de raisons aussi qui peuvent... Mais moi, si je vous explique la raison, c'est pas acceptable pour vous. En tant que propriétaire. Mais vous, vos raisons sont justifiées parce que si je ne les fais pas, vous me donnez déjà 2 cases à cocher. Accepter de renouveler ou refuser. La plupart n'ajoutent même pas la 3e case qui dit refuser les modifications mais renouveler. La plupart des formulaires, vous n'allez même pas trouver ça. Parce que justement, ils savent qu'il y aura toujours des augmentations. Maintenant, quand vous prenez ça en compte, vous savez que chaque année, il y a une augmentation de 20 $ en moyenne ou 35 $, parce que moi j'ai vu 35 $ des fois cette année. Donc, mais je sais que de façon générale, il y a des propriétaires qui sont quand même cool, qui vont peut-être ajouter 5 $, 10 $, quoi, qui sont de plus en plus rares. Alors, en ce moment-là, vous avez 20 $ en moyenne chaque année. Donc, pendant 5 ans, ben, vous savez déjà que voilà, ça vient d'augmenter. Et en plus de cela, vraiment, personne ne reste à une même adresse 5 ans, c'est rare. Il y en a qui restent, mais je veux dire, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même adresse, c'est rare. À ce moment-là, vous allez déménager. Quand vous déménagez, ben, c'est 100 $ ou 200 $ de plus que vous payez. Donc, si vous déménagez, si vous calculez tout ça pendant, je sais pas moi, 15 prochaines années. Alors, pour dire que d'ici 15 ans, la personne qui avait gelé, qui avait acheté sa maison, qui avait gelé les montants d'hypothèque, qui payait peut-être 1000 $, ben, il va continuer à payer son 1000 $. Ça peut varier un petit peu, peut-être 1150, peut-être 1100, mais il va continuer à payer dans le même montant. Alors que la personne qui loue, ben, ça va être rendu peut-être à 2000 $ le logement, qu'il payait peut-être 900 $. Ça va être rendu à 2000 $ carrément. Alors, le 2000 $,
versus 1000 dollars. Là, je jette des chiffres comme ça, hein, c'est pas calculé, j'ai pas fait des calculs préalables, mais je vous explique. Retenez les principes généraux, les messages que j'essaie de transmettre. C'est-à-dire que investissez maintenant, gelez vos prix d'achat futurs, les prix de location futurs. C'est-à-dire que la personne qui achète sort toujours gagnant, peu importe la situation. Il va sortir toujours gagnant. Gagnant dans le sens que déjà sur les montants que tu payes, disons que la personne qui loue paye 1000 dollars. La personne qui achète paye également 1000 dollars. Mais la personne qui achète gagne parce que dans le 1000 dollars, dès qu'on enlève la partie intérêt capital, il y a toujours le petit capital qui est payé. À ce moment-là, on est en train d'accumuler, on est en train d'épargner aussi de l'argent. Alors que la personne qui loue, ben, ça part au propriétaire, ça paye l'hypothèque du propriétaire. En ce moment-là, toi, en tant que locataire qui occupe le logement, ben, tu ne gagnes rien du tout dedans. Quelle que soit la situation, l'acheteur va toujours sortir gagnant. Et évidemment, on ne parle pas quand l'acheteur achète quelque chose qui n'est pas du tout évalué à sa juste valeur. Quelqu'un, il paye trop cher par rapport au prix. Mais quand on paye juste normalement, on sort gagnant, quelle que soit la situation. Alors, les combats de quelqu'un, parce que certains ont déjà une idée préconçue, disant, bon voilà, je paye mon loyer, j'ai pas de soucis, j'ai pas de cela. Oui, c'est vrai, les acheteurs ont des problèmes. Les acheteurs ont tellement de dépenses, c'est vrai. Mais certaines dépenses, ils ne sont pas obligés de les faire dans l'immédiat. Mais également, ce n'est pas des dépenses qu'ils font tous d'un coup. Mais c'est des dépenses, mais c'est normal. Chaque personne ici va chez le coiffeur. Chaque semaine ou chaque 2 semaines, chaque mois, peu importe. C'est de l'entretien. Cet argent-là, tu le perds. Chaque personne ici mange. C'est la même chose. Chaque personne a besoin de dormir à un endroit, a besoin d'un toit. La seule différence, c'est le choix qu'on fait. Est-ce qu'on fait un choix d'être sous un toit qui fait que, voilà, qui nous vide tout l'argent et qu'on manque à manger, et qu'on gagne rien du tout en retour, ou on fait la même chose en achetant et que, voilà, parfois on peut dormir avec la faim parce que, voilà, on n'a pas d'argent, mais à la longue, tu te fais beaucoup d'argent. Tu te fais tellement de l'argent à la longue. Parce que pour certains, ça peut constituer même un fonds. C'est-à-dire que, voilà, j'ai pas économisé, j'ai travaillé, j'ai acheté la maison, tout mon argent se trouve dans ma maison. Et puis voilà, à la retraite, et là, je vends ma maison pour trouver l'argent à vivre maintenant ma vie, à en profiter. Et puis, à ce moment-là, je vais louer. C'est un choix de louer à la fin de vie que de louer au début et toute sa vie finalement. Tu loues juste à la fin de la vie. En ce moment-là, tu as un fonds de retraite qui est là garanti. Une maison que tu as achetée peut-être à 300 000 $, mais dans 25 ans plus tard, mais ça vaut pas 300 000 $, ça vaut peut-être 600 ou 700 000 $. Donc en ce moment-là, tu vends ta maison et donc tu peux vivre correctement. Tu peux vivre correctement en louant. Ça, je dis des choses juste comme ça. Mais on peut parler des stratégies bien faites là, mais là, je suis juste en train de parler. Je parle à quelqu'un. Je dis ça comme ça à voix haute. Je réfléchis à voix haute comme ça. Donc, c'est pas... voilà, je donne pas des calculs, mais je t'informe seulement que acheter, c'est rentable pour toi immédiatement. Donc, court terme, moyen terme et long terme. Louer, c'est très bien pour toi à court terme seulement. Et peut-être pas, mais seulement. C'est bien pour toi. Mais acheter, c'est vraiment bien court terme, moyen terme, long terme. Tu sors gagnant quelle que soit la situation. Évidemment, ce n'est pas facile parce que il y a beaucoup de gens que je connais dont l'électricité a été coupée après l'achat. Je connais beaucoup de gens qui sont devenus fauchés après l'achat. D'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai oublié de publier par rapport à ça. La vidéo s'intitule « Pourquoi je suis ruiné après l'achat de ma première maison ». Évidemment, si ce n'est pas encore publié, on va la publier. Mais pour vous dire, il y a des gens dont on a coupé l'électricité parce qu'ils n'arrivaient même plus à payer. Il y a des gens qui n'arrivaient même plus à bien manger parce que justement, voilà, ils venaient d'acheter une maison. Mais tout ça, ce sont des stratégies. Mais peu importe tout ce que je viens de décrire, ça reste que acheter,